Donc juste avant de commencer et en préambule, deux mots sur ma fonction. Donc je suis le chef du service archéologique de Toulouse Métropole. C'est un service qui a été créé par Toulouse Métropole en 2011 et qui réalise l'ensemble des diagnostics archéologiques prescrits par les services de la DRAC sur le territoire de la métropole, ainsi que quelques fouilles lorsque l'État aussi prescrit ces fouilles. Donc Toulouse romaine, Tolosa, le nom latin de la ville. Donc pour commencer, dire que si Toulouse s'est développée dès l'époque gauloise, c'est grâce à sa situation géographique située entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique, ou inversement, ça ne savez pas de quel côté on se place. Pile au milieu de ce qu'on appelle l'isthme gaulois, qui permet les échanges entre tout le sud-ouest de la Gaule et qui permet de communiquer vers le nord via le port de Bordeaux ou par les voies terrestres via Cahors et le nord de la Gaule. Donc essentiellement, cette ville se développe à l'époque gauloise. Alors apparemment vous avez eu une conférence sur cette époque-là, donc je n'y reviendrai pas. L'essentiel des données textuelles sont à mettre au crédit de Strabon, qui a écrit la géographie de l'ensemble du poteau méditerranéen, qui, vous voyez, résume la position géographique de Toulouse sur ce fameux isthme gaulois. Alors, là, Toulouse est une ville gauloise à la base. On va y revenir, située sur l'oppidum de Vieille-Toulouse et dans le quartier Saint-Roch-Caserne-Niel, sur ces deux sites principaux. Ça remonte, on va dire, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, et lors de la conquête par les armées romaines et par la République romaine de la Transalpine, qui deviendra narbonnaise avec la création de Narbonne bien plus tard, Toulouse est intégrée au giron romain dès la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, autour de 120 de notre ère. Donc à partir de ce moment-là, va se développer une occupation de type romain, donc qui va engendrer la civilisation gallo-romaine. Alors il ne faut pas imaginer, avec la conquête romaine, qu'arrive un flux massif de Romains, d'Italiques. Pas du tout, c'est en fait les Gaulois qui, petit à petit, alors même si on n'aurait pas utilisé ce nom, mais vont s'acculturer et prendre en fait le Roman way of life, on va dire. Donc, Toulouse, certes, c'est une ville, une ville importante, mais c'est aussi une capitale de cité, de Civitas, d'un territoire. Comme à l'époque gauloise, il y a une capitale, la principale, donc Toulouse, et tout autour des petites villes, ce qu'on appelle des agglomérations secondaires, ainsi que des occupations rurales avec les villas. Et Toulouse commande un territoire assez vaste, vous le voyez, ça va presque jusqu'aux portes de Carcassonne, jusqu'à pas très loin de Auch, côté ouest, au sud, ça va jusqu'à la barrière des Pyrénées, et au nord, dans la région de Montauban, essentiellement quelques kilomètres au sud de Montauban. Donc ce territoire est très vaste, et ça correspond à ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui nos départements, c'est vraiment un territoire. Alors il ne faut pas imaginer Toulouse avec un préfet ou quelque chose comme ça, et qui commande les autres petits villages autour. C'est les Volques-Tectosages, c'est le peuple de l'époque gaulois, qui se reconnaît sur ce territoire-là. Et on n'est pas du tout sur une domination politique de Toulouse sur les autres territoires. C'est le peuple Volques-Tectosage. Alors les limites de ce territoire, puisqu'il n'y a pas de texte pour l'époque, sont données en fait par les limites des diocèses médiévaux qui reprennent peu ou prou les anciennes limites des cités. Donc ce sont les limites des premières cités gauloises. Donc Toulouse, en résumé, à l'époque proto-historique, donc à l'époque gauloise, c'est une agglomération polynucléaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs entités, plusieurs pôles d'occupation. Vieille-Toulouse, qui est l'oppidum principal du peuple des Volques-Tectosages, vous voyez son occupation au 2e et au 1er siècle avant notre ère, ça c'est vraiment la capitale politique, on va dire, des Volques-Tectosages. Après, un quartier important, une agglomération portuaire sur les rives de la Garonne, en rive droite de la Garonne, ce qu'on appelle le quartier Saint-Roch-Niel. Alors vous avez peut-être vu les fouilles qui se sont déroulées il y a quelques années, on va dire une petite dizaine d'années, qui ont révélé en fait toute une série de maisons et d'occupations à vocation artisanale dans ce secteur-là, sur les rives de la Garonne. Pourquoi une agglomération portuaire? Parce que dans ce secteur-là, Toulouse, on revient sur l'histoire de l'isthme gaulois, quand on part de la Méditerranée, donc si on prend le commerce des amphores par exemple, les amphores arrivent d'Italie,
sont déchargés dans les ports de l'Arbonnaise et arrivent par voie terrestre jusqu'à Toulouse. Et à Toulouse, zone de transbordement, donc le quartier Saint-Roch, Niel, et les amphores filent par voie fluviale vers Bordeaux et vers l'océan Atlantique. Et inversement, avec le commerce qui repart dans l'autre sens. Donc, grosse agglomération importante au 1er siècle avant notre ère. Et d'autres pôles d'occupation, le quartier Ancelis, on en reparlera tout à l'heure pour l'époque romaine, avec des vestiges aussi d'occupation de l'époque gauloise. Et aussi sur le site d'Astarac, mais c'est de moindre mesure. À l'époque romaine, donc là, création ex nihilo d'une nouvelle ville importante, Tolosa, on va y revenir tout à l'heure, dès l'époque augustéenne, et en autre pôle, le quartier Ancelis, avec le fameux amphithéâtre et les thermes ainsi que le temple qui a été retrouvé sur ce site. Donc deux sites importants à l'époque romaine, la ville actuelle de Toulouse, le centre historique de Toulouse, et le quartier historique d'Ancelis, situé à la confluence du Touche et de la Garonne. Donc le voilà, ce quartier d'Ancelis, rapidement sur cette diapositive. Donc, on reconnaît tout en haut le Touche, qui se jette dans la Garonne. Sur la zone de confluence, sur les perrons, le temple, les vestiges d'un temple, qui a été fouillé dans les années 60-70 par l'abbé Travers. Deux importants sites avec les thermes du nord et les thermes du sud, qui datent du 1er siècle après Jésus-Christ. Certains vestiges de thermes, notamment la natation, est encore conservé sous la cité Ancelis, dans les caves de la cité Ancelis. Et tout au sud, les vestiges de l'amphithéâtre, encore visibles aujourd'hui, pas très accessible mais visible, c'est-à-dire, qui a été construit, lui, au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Vous avez la photo ici, lors des fouilles qui s'y sont déroulées dans les années 80-90. Et sur cette photo-ci, je gêne, je m'en sorte. C'est bon? Et sur cette photo-là, les vestiges de la natation, et donc de la piscine, les fameux thermes que vous avez, ce qu'on appelle les thermes du Nord. Qu'est-ce qui se passe? Bon, voici les vestiges des thermes qui ont été fouillés dans les années 1880, des thermes, de l'amphithéâtre qui a été fouillé dans les années 1880, puis un siècle plus tard par l'université de Toulouse-Mirail, avec un amphithéâtre construit essentiellement en briques et en bois. Les gradins étaient en bois, les fouilles l'ont bien révélé, construit autour de 50 après Jésus-Christ, et cet amphithéâtre pouvait contenir environ 20 000 personnes. Voilà ce que je voulais sur Ancelis. On ne peut pas dire grand-chose parce que les fouilles sont encore lacunaires, même si elles ont été importantes dans les années 60-70, avec la création de la cité Ancelis. Ce qu'il faut retenir de l'agglomération d'Ancelis, c'est qu'on est sur une zone de confluence et de lieu de rassemblement à l'époque romaine, et sans doute aussi à l'époque gauloise. Zone de confluence, donc avec de l'eau, on sait l'importance de l'eau dans la religion antique et gauloise et antique, et cette zone était vouée à accueillir les populations des alentours, donc de la ville, mais aussi des campagnes alentours, pour faire un lieu de rassemblement avec spectacle, partie religieuse avec le temple, et aussi les thermes pour se purifier lors des rituels autour de ces manifestations. Donc, occupation, certes, il y a des maisons et des gens qui habitent là toute l'année, mais une ou plusieurs fois par an, gros lieu de rassemblement de la population des Volques tectosages, puis des Tolosates à l'époque romaine, à cette époque-là. Donc, si on va un peu plus au sud, et si on remonte le fleuve de la Garonne, donc, dès le tournant de notre ère, le conquérant romain décide de créer une ville ex nihilo. Et cette création de ville correspond, à quelques années près, on n'est pas du jour au lendemain, on n'abandonne pas un endroit pour en créer un autre, mais à 2 ou 3 ans près, en fait, le site de Vieille Toulouse est abandonné, ou quasiment abandonné, et on retrouve les populations qui se fixent sur la ville fondée ex nihilo, sur le site actuel de la ville du centre historique de Toulouse. Donc pourquoi ce site? Pour une raison bien simple, c'est que, il est en dehors des zones de crue du fleuve, donc zone non inondable de cette partie de la plaine garonnaise, et surtout au nord, ici, un peu plus haut, un peu à l'extérieur de la diapositive, un gué important qui permet de traverser la Garonne, c'est le gué du Bazacle. On sait que le gué du Bazacle permet de traverser la Garonne, au moins depuis l'époque néolithique. Donc c'est un site important de Toulouse, un lieu de franchissement de la Garonne, et c'est à cet endroit-là,
sur une petite proéminence, vous voyez, alors les couleurs, plus ça devient foncé, plus l'altitude monte, et on voit que le centre historique correspond, là où il y a l'étoile, pile à la zone la plus haute de ce secteur-là. On verra que c'est important pour la suite, pour la création et la menée de l'eau courante à Toulouse, au niveau de la position de la petite étoile verte. Si elle est verte, c'est donc voilà, alors le cercle ne correspond pas à l'emprise de la ville, mais correspond peu ou prou à l'emprise de la ville, mais il ne faut pas imaginer qu'à l'époque la ville a cette forme-là. Par contre, alors on retrouve sur cette diapositive, ce qui est important, c'est que certes c'est créé ex nihilo, mais ça s'intègre dans un parcellaire qui a été mis en place quelques décennies auparavant par le conquérant romain. Alors ce n'est pas par le plaisir de dire ouais le romain c'est carré, c'est cubique, et tout ça est très bien tracé. Si on fait un cadastre, c'est avant tout pour récupérer de l'impôt. On n'a rien inventé de nos jours. Je ne sais pas s'il y avait une taxe d'habitation à l'époque, sans doute, mais on est dans ce schéma-là. Donc ce qu'on appelle une centuriation, c'est-à-dire un cadastre qui a été implanté dans ce secteur de la cité romaine et qui a été étudié et qui a été surtout découvert par la Veva Cravert lors de ses prospections et ses fouilles dans les années 70-80. Donc la Veva Cravert est un des premiers grands archéologues de Toulouse d'après-guerre et qui a fouillé sur Toulouse et sa région jusque dans les années 90. Donc grâce aux opérations de fouilles qu'il a pu réaliser, et on le vérifie chaque jour lorsqu'on fait des opérations sur le territoire de Toulouse Métropole, cette centuriation est encore bien marquée de nos jours avec des fossés parcellaires qu'on retrouve essentiellement, on l'a encore conservé et c'est fossilisé dans le parcellaire actuel, dans les zones où ce n'est pas encore trop urbanisé, dans le secteur est de Toulouse, on va dire dans la plaine de l'Ers et en remontant jusqu'à la confluence de l'Ers et de la Garonne, où là le parcellaire, si vous regardez la carte hygiène au 25 millième aujourd'hui, on retrouve cette centuriation bien marquée avec des fossés ou des limites parcellaires qui se groupent à angle droit et qui marquent l'ancien parcellaire d'époque romaine. Alors là, je ne vous ferai pas de démonstration ce soir parce que c'est un peu compliqué. Vous avez ici l'emprise de la ville romaine, si on suit la petite main, et l'axe des rues que vous avez dans ce sens-là. Et si on reporte l'axe de ces rues antiques créées au tournant de notre ère, on est dans la même géométrie que la centuriation en fait. C'est-à-dire que le tracé reprend en fait l'ancien tracé de la centuriation, ce qui permet d'avoir des superficies de parcelles identiques, et tout ça bien sûr dans le but fiscal de retrouver un rythme de parcelles bien régulière qui permet à la fois de taxer l'extérieur de la ville et ainsi que les parcelles à l'intérieur de la ville selon le même mode de taxation. On n'a rien inventé aujourd'hui. Si on regarde la création maintenant de cette ville de Tolosa à partir des fouilles qui ont été réalisées et des découvertes. Donc on va se rendre compte tout de suite que la ville ne s'est pas créée en un jour. C'est quelque chose qui a évolué sur une période de 100 ans, un siècle environ, avec un gros développement dans les années 50-80, après Jésus-Christ. Ce qu'on appelle l'époque flavienne, au sens large. C'est à cette époque-là où la parure monumentale, donc les principaux monuments de Toulouse, vont apparaître. Avant, ce qu'on retrouve à Toulouse, le monument le plus emblématique, les deux monuments les plus emblématiques qui sont retrouvés, c'est l'aqueduc de Toulouse, ce qu'on appelle l'aqueduc de l'Ardenne, on en reparlera tout à l'heure, qui permettait d'amener l'eau courante à Toulouse, qui lui est créé dans les années 20 de notre ère, et surtout le rempart de Toulouse, l'enceinte, qui elle aussi est créée sous le règne de l'empereur Artivaire, aussi dans les années 20-30 de notre ère. Ce rempart, on en reparlera tout à l'heure, alors vous allez me dire, créer un rempart à l'époque tibérienne, alors qu'il n'y a plus aucun problème, on n'est pas dans la Pax Romana, mais bon, dans le secteur là, tout est calme, il n'y a aucune invasion à cette époque-là. En fait, on se rend compte que ce rempart, c'est un rempart de prestige. En fait, il a été construit et voulu par le pouvoir pour montrer l'importance de cette ville et l'importance qu'il accorde à la trame de la ville qu'il vient de créer. Les premières traces d'occupation, je vous ai dit tout à l'heure, on abandonne Vieille-Toulouse et on vient se fixer sur le territoire de la ville actuelle de Toulouse. L'abandon de Vieille-Toulouse, c'est autour de moins 15 avant Jésus-Christ, et les premières traces d'occupation dans Toulouse, c'est moins 10. On est dans ces zones-là. Alors à l'état actuel de la recherche, toujours pareil. Les prochaines fouilles démentiront peut-être ce que je dis,
Mais les plus anciennes traces d'occupation dans Toulouse, et des traces pérennes de type maison et habitat, ont été retrouvées sous le site de la BRAC Saint-Jean actuelle, dans le quartier de la Dalle, là où était installée la BRAC, sous l'ancien prieuré des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Et c'est là où la rue, les premières rues et les premières maisons ont été fouillées voici une bonne dizaine d'années. Remarquez aussi la création du temple, la construction du temple d'Ancely et de l'amphithéâtre de Purpan. À quelques années près, on est vraiment contemporain, et on est au milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Si on regarde le Capitole de Toulouse, qui était implanté sur le forum de la ville romaine, au niveau de la place Esquirol, là on est un peu plus tard, dans les années 70, donc au début de l'époque flavienne. Aussi un bâtiment public qui a été fouillé au niveau de l'hôtel Saint-Jean, toujours sur le site de la BRAC, et qui marque aussi une occupation et un développement de la ville important dans les années 60-70 de notre ère. Les premières domus, c'est-à-dire les premières maisons dans Toulouse, ont été fouillées sous la BRAC Saint-Jean et au niveau de l'hôtel La César. C'est l'extension de l'hôtel La César qui a été fait il y a quelques années, où ont été retrouvés une domus de la fin de l'époque augustéenne. Voilà ce qu'on peut dire sur cette évolution. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'époque gauloise, tout se passe très bien jusqu'à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Autour de moins 15, moins 10, moins 15, hop, l'oppidum de vieille Toulouse est progressivement abandonné, rapidement mais progressivement abandonné, et va se développer la ville romaine. Et c'est ce développement, avec la parole monumentale, va s'étaler tout au long du 1er siècle de notre ère. Alors cette ville romaine, si on la reporte sur les vieux plans ou les vieilles cartes de Toulouse, donc on retrouve ici la cité, ce qu'on appelle la cité au Moyen-Âge, qui est en fait, avec le pointillé rouge, le tracé de l'enceinte romaine de Toulouse, avec ici, on revient dans le secteur du Capitole actuel, et on vient se refermer sur les environs de la place Saint-Pierre. Le bourg, c'est l'extension de Saint-Cernin, c'est le bourg Saint-Cernin qui est créé au Moyen-Âge, et le faubourg Saint-Cyprien qui lui aussi est créé à l'époque médiévale. Donc la cité correspond, en fait, la cité médiévale correspond à l'emprise de la ville romaine de Tolosa, avec, dans le parcellaire actuel, dans la trame actuelle qu'il faut observer, on retrouve l'axe nord-sud, la route principale, qu'on appelle le Cardo, et un axe est-ouest qui part du secteur de François Gardier, de la place du Puy, et qui vient au niveau du pont Neuf à Toulouse. Voilà sur le plus ancien plan connu de Toulouse romaine, qui a été réalisé par Dupuy d'Aigret au début du XVIIIe siècle, où on retrouve alors l'emprise de la ville, avec les portes A, B, C et D. Le pont, on n'en tient pas compte, puisqu'à l'époque romaine, il n'y a pas de pont dans ce secteur-là. Le tracé de l'aqueduc de l'Ardenne, qu'on voit ici, on en reparlera tout à l'heure, et l'oppidum de vieille Toulouse dans ce secteur-là. Et remarquez aussi la trame déjà observée au XVIIIe siècle, une trame régulière autour de la ville, même si c'est très très schématique. Et on remarque aussi ici la rivière du Touche avec l'amphithéâtre d'Ancely qui est visible sur le plan. Donc déjà, vous voyez la trame intérieure de la ville, où on devine la trame régulière déjà à l'époque, mais cette trame va petit à petit être confirmée par les découvertes archéologiques. Alors la première synthèse date qui a été réalisée par Michel Labrousse dans les années 70, avec la publication de son livre sur Toulouse antique, qui est encore une référence pour les archéologues. On retrouve l'enceinte, donc le gué du Basacle ici, et l'enceinte de la ville romaine qui fait le tour, et la trame, on retrouve la grande rue nord-sud, ce qu'on appelle le Cardo Maximus, et une rue principale est-ouest, qu'on appelle le Decumanus Maximus, qui permet de relier les portes entre elles. On retrouve ici, alors le pont neuf qui n'existait pas à l'époque, mais le pont vieux ici, ou pont de la Reine Pédocle, qui correspond au pont aqueduc qui permettait de faire traverser l'eau au-dessus de la Garonne. Le château Narbonnais, qui n'existait pas aussi à l'époque romaine, mais qui marque la position de la porte sud de la ville, et la porterie au nord, qui était située sous le parking du Capitole actuel, on le verra tout à l'heure, qui marquait l'entrée de la ville au nord, et les voies qui partent vers Albi, vers Cahors vers le nord, vers la Méditerranée et vers l'est de la région ici,
par la porte Saint-Étienne, et au sud, la porte Narbonnaise, avec la voie qui permettait de rejoindre Narbonne et la Méditerranée. Quelques années plus tard, l'abbé Bacrabert, alors Michel Labrousse et l'abbé Bacrabert, ils étaient archéologues, mais pas copains, c'est de bonne guerre chez les archéologues. Donc Jean Bacrabert refait un plan qui correspond plus à la réalité en fait, de ce qu'on va observer dans quelques années plus tard, avec, alors le plan n'est pas orienté tout à fait pareil, on retrouve l'enceinte romaine avec les tours, et les portes nord et sud, ainsi que la porte Saint-Étienne, pardon, à l'est de la ville, et une trame qui se dessine assez régulière, et cette trame est dessinée à partir des fouilles qui ont été réalisées à l'intérieur de la ville. Après, alors une trentaine d'années plus tard, après quelques opérations emblématiques, quelques opérations archéologiques dans le centre-ville de Toulouse, les plus emblématiques, la Drac Saint-Jean dans les années 2000, les stations de métro dans les années 90 et 2000 sur les deux lignes, autour d'Esquirol ou François Verdier ou au Palais de Justice aussi, ont été découverts pas mal de vestiges antiques. Au Capitole aussi, a été retrouvée une tour de l'enceinte pile à l'endroit de la station Capitole. Et tout ça a permis de retracer un peu le plan de la ville antique. Alors les villes romaines, c'est assez facile, les villes fondées ex nihilo et toutes les villes fondées ex nihilo, en général, le plan est assez simple, ce sont toujours des rues qui se coupent en angle droit. Le meilleur exemple, le plus récent pourrait être New York, hein, où là on a une trame très très régulière. Mais là, déjà à l'époque, un héritage de l'époque grecque, on retrouve ce plan de type hippodamien avec des rues qui se coupent en angle droit, essentiellement orientées nord-sud, mais pas toujours, ça dépend un peu de la topographie des sites. Et sur la ville de Toulouse, ils ont pu tracer les rues à peu près nord-sud. Donc on retrouve la porte nord et la porte sud, porte narbonnaise et porterie au nord. La porte orientale dans le quartier Saint-Étienne, qui n'est pas très bien délimitée. Il y a un petit problème entre la correspondance d'une rue est-ouest des Cumanus et l'arrivée de la voie qui a été découverte au niveau de la station François Verdier au début des années 2000. Et là on se rend compte que l'arrivée de la porte présumée et la voie, ça ne se passe pas trop. Donc, il y a un petit problème. Et le problème se complique un peu au niveau de la réflexion quand on voit ici la forme de l'enceinte qui rentre, pour une raison inconnue, et c'est pas du tout logique que l'enceinte rentre à cet endroit-là, et on se rend compte que si on trace de droite vers cette enceinte, on tombe dans ce secteur-là qui pourrait correspondre à la rue principale qui débouchait sur le forum. Et là, ce n'est que pure hypothèse. Il faudrait encore réaliser quelques recherches dans le quartier Saint-Étienne, notamment dans la rue ici au niveau du commissariat de police, pour avoir un peu plus d'informations. Que dire encore de cette ville? Donc vous voyez que le parcellaire est essentiellement restitué. Donc les données sont très lacunaires. Ce qui est assuré, ce sont les tracés en très plein. Tout le reste, plus le tracé s'affine, plus on est sur des hypothèses qui restent encore à confirmer. Dans ce secteur-là, donc les fouilles récentes, que ce soit sur la station Esquirol ou dans le secteur de la Drac Saint-Jean, tout ça on maîtrise très bien, des rues ont été retrouvées. Donc là, la trame ne fait aucun doute et on remarque l'espacement régulier aussi du plan, donc tout ça, ça concorde très bien. Sur les rues est-ouest, alors là, on a un peu plus de doute. Celle-ci a été vue au niveau de la fouille de la Drac d'Occitanie. Celle-ci est connue à partir d'égouts qui étaient situés sous l'axe de la chaussée et qui ont été découverts par l'abbé Bacrabert aussi dans ce secteur-là. Donc là, la rue est assurée. Après les autres, c'est un peu plus délicat. On est vraiment sur des hypothèses qui restent encore à confirmer. Ici, un tronçon de rue qui a été trouvé dans ce secteur-là, dans le quartier Saint-Étienne, au niveau de l'extension de la préfecture, il y a quelques années, où là aussi, un bout de rue qui a été trouvé et qui a été également retrouvé il y a quelques années par une petite fouille autour de la rue des Pénitents ici, où là, on a maintenant aussi un autre axe avéré. Remarquez l'espacement régulier des rues, la trame qui se dessine avec des îlots, les rues qui se recoupent en angle droit dessinent des îlots voués ou aux habitations ou à la parure monumentale de la ville. Le forum qui occupe la partie à peu près centrale de la ville, avec au centre les vestiges du temple capitolin, donc dédié à la triade capitoline, ici, qui a été fouillé au moment
de la construction du parking au niveau de la place Esquirol. Le théâtre qui est ici et qui a été très partiellement dégagé au 19e siècle. Depuis le 19e siècle, on n'a jamais revu les vestiges du théâtre. La domus de l'hôtel d'Acésate, on regardera quelques photos tout à l'heure, qui a été vue ici. Une porte ici au niveau de la place Saint-Pierre, on en reparlera tout à l'heure. Et les nécropoles, bien sûr, qui s'est située à l'extérieur de la ville. Donc celle-ci, entre le Capitole et Saint-Cernin, qui est présumé et qui n'est pas attesté aval le Bas-Empire, autour du IVe siècle. Au niveau de François Verdier, ici, la nécropole avérée, puisque les fouilles ont révélé plusieurs monuments et plusieurs tombes du 1er siècle après Jésus-Christ. Et au niveau de la porte narbonnaise, le long de la voie narbonnaise, une nécropole ici qui a été fouillée sous la place La Fourcade, aussi avec les premières sépultures qui datent du 1er siècle et du début de notre ère. Le dernier monument emblématique, c'est le tracé bleu que vous avez sur le plan, qui correspond en fait à l'aqueduc de Toulouse, qui a été créé au début de notre ère, dans les années 20, avec le pont aqueduc, qui lui est attesté aussi, on en reparlera tout à l'heure, et le tracé de l'aqueduc qui devait aboutir au niveau de château d'eau, au niveau, pour faire simple, autour de la place de la Trinité, qui correspond au point le plus haut de la ville, d'un point de vue topographique. Donc voilà, si on reporte sur la trame actuelle, sur la photographie zénithale de la ville, voilà à peu près la ville romaine cachée, on va dire, sous la trame actuelle de la ville. Remarquez quand même que la trame actuelle des rues reprend peu ou prou, et souvent on retrouve la même trame des rues. Alors souvent ce sont des petits tronçons, souvent ce sont des limites parcellaires à l'intérieur des îlots qui reprennent cette trame antique de Tolosa. Juste un dernier point qui est inexpliqué, c'est ici, les carreaux, donc les rues nord-sud, ne sont pas dans l'axe entre les portes ne sont pas alignées en fait, on ne peut pas tracer une droite. Donc là, raison inconnue. Est-ce qu'il y a eu une extension à un moment donné de la ville dans ce secteur-là? Ils ont été obligés de redresser les rues. Là, pour l'instant, dans l'état actuel de la recherche, on ne peut pas rien dire, surtout que les fouilles qui ont été réalisées sous l'actuel palais de justice n'ont révélé qu'une partie de la porte. Donc on ne sait pas en fait si la porte se situait, le passage, là où vous pouvez passer les chariots et les animaux, s'ils se situent d'un côté ou de l'autre de la tour. Donc ça change pas mal de choses, et aussi parce que cette voie n'est pas très bien connue au débouché de la ville antique. On le regardera, on en verra quelques diapositives tout à l'heure. Alors sur cette évocation, il faut prendre ce qu'elle est, c'est juste une évocation. On retrouve quand même le plan de Toulouse avec les monuments emblématiques. Donc ici, le pont aqueduc, qui devait marquer pas mal le paysage, on en reparlera tout à l'heure. Le théâtre dans ce secteur-là, au niveau de la place actuelle du Pont-Neuf. Le forum ici, avec la place devant et le temple ici, dédié à la triade capitoline. Les rues est-ouest, la rue principale, les portes et l'enceinte qui fait plus de 3 km de long pour une superficie totale de la ville antique de 90 hectares, un peu plus de 90 hectares. Alors c'est toujours difficile aussi d'estimer la population d'une ville comme ça, à toutes époques. On peut dire entre 20 et 25 000 habitants à cette époque-là, et vraiment sous toute réserve, ce sont de pure conjecture. Quelques vestiges, alors maintenant on va avancer dans le temps, on va un peu se balader à l'intérieur de la ville. Donc ici, sur les fouilles de la Drac Saint-Jean, la Drac d'Occitanie, donc je parlais tout à l'heure des occupations les plus anciennes et des maisons. Alors, vous voyez, c'est très lacunaire. Le problème de Toulouse, quand on fouille, c'est que c'est une ville qui a beaucoup abîmé son patrimoine, et notamment le patrimoine le plus ancien a beaucoup souffert des constructions médiévales, et notamment des caves. Donc les vestiges gallo-romains sont souvent très mal conservés, et sont souvent très lacunaires. Donc pour créer le plan des maisons, c'est assez compliqué. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ici, alors en fait le plan, il faudrait tourner l'emprise de fouille. Le nord se situe ici, en fait, nord et sud. Donc on retrouve un bout de voie qui a été fouillé, donc un quart d'eau, la rue nord-sud, et ici toutes les plaines qui a recassé les murs antiques, avec un gros trou ici qui date des années 1950, donc on a toujours des données très partielles. En revanche, au niveau du mobilier archéologique, là il n'y a aucun doute
quand on fouille les niveaux à l'intérieur de ces maisons, on tombe sur de la céramique de ce type-là. C'est la céramique engobée orangée. On a eu des lieux de production dans la région, que ce soit à Montans et à Millau, sur le site de la Grofezenc. Mais là, on est un peu plus ancien, ce sont les sites lyonnais, des productions lyonnaises d'époque augustéenne, des années moins 15, moins 15 tournant de notre ère, avec des cartouches ici qui citent les potiers de l'époque. Et là, on est sur le nom d'un potier lyonnais, très très bien connu, puisque son atelier a été fouillé, une partie de son atelier a été fouillée à Lyon il y a quelques années, et on retrouve ces céramiques sur le site. Et là, on est autour de moins 15 avant Jésus-Christ. Donc là, ce sont les vestiges les plus anciens jamais fouillés à Toulouse. On retrouve ici sur cette page, que vous ne voyez peut-être pas très bien, tous les thèmes, hein, tous les cartouches de signatures de ce potier qui ont été retrouvés à Toulouse. Enfin, sur ce site-là, pardon. Et ici, on a les vestiges aussi d'un puits. Donc quand on a un puits, en général deux puits, un ici, un angle de maçonnerie ici, vous voyez, c'est très partiel, un autre angle ici, quelques fosses ici, domestiques, donc liées à l'habitat. On sait vraiment que là, on est dans un secteur voué à l'habitat. Alors, grâce à ces fouilles, il faut extrapoler un peu, hein, on est aussi là pour voir, essayer de comprendre l'organisation de cette ville. On a essayé de retracer la trame antique du secteur avec les îlots de Toulouse, les îlots d'habitation, hein, qui est ce qu'on appelle l'insula, l'îlot en latin, avec des îlots de forme carrée, et avec une métrique régulière basée sur la longueur du pied romain, un petit 30 cm, et on arrive à recaler vraiment toute la trame de la ville, même si le pointillé est de rigueur, et il nous faut le signaler à chaque fois. Donc les rues de Toulouse, donc la séquence de rues la mieux connue a été fouillée sur la station Carme, sous la rue du Languedoc. Alors la photo que vous avez ici, c'est en fait les restes de la voie, de la rue du Cardo qui a été fouillée sur l'hôtel Saint-Jean, un peu plus à l'ouest. Mais ici, vous avez l'emprise de la rue romaine qui a été fouillée au niveau de la station de métro Carme. Vous l'avez en grisé, avec sous l'axe de la chaussée, pile sous son axe, en bleu clair, les vestiges de l'égout qui permettaient de récupérer les eaux usées en provenance des maisons, ou des monuments qui se situaient le long. Donc vous avez ici un égout secondaire, hop, qui vient se déverser dans l'égout principal. Ici, un autre égout qui vient d'une maison, qui est daté du 1er siècle de notre ère, qui vient se déverser dans l'égout principal. Et ici, lors de la fouille, a été retrouvé un regard qui permettait de descendre dans l'égout, qui se situait à 2 mètres sous le niveau de la chaussée du 1er siècle. Hein. Donc on est à moins 5, moins 6 mètres de profondeur ici par rapport au niveau de la rue actuelle. Et un regard permettait de visiter l'égout et de déboucher lorsqu'il y avait des problèmes. Le long de la rue, alors ici un bâtiment, vous avez en rouge, qui a été matérialisé par le fouilleur de l'INRAP. Donc la façade du bâtiment ici, et tous les petits carrés que vous avez ici correspondent aux vestiges de piliers maçonnés qui marquent les poteaux d'un portique, d'un trottoir couvert ici, où les gens pouvaient passer à l'abri et étaient protégés du soleil ou de la pluie. Vous avez ici, et de l'autre côté de la rue, vous avez aussi ici des vestiges, des bases maçonnées qui marquent l'emplacement des poteaux du portique, du trottoir couvert. Alors si on coupe cette rue, mais là voilà, qui apparaît, alors la séquence là, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait du 1er siècle après Jésus-Christ jusqu'au niveau actuel, jusqu'à la rue actuelle. Vous voyez, il y a plus de 3 mètres, 3 mètres de stratigraphie, avec tous les différents niveaux de rue qui vont de l'époque antique jusqu'à l'époque actuelle. On ne tient pas compte de cet égout, qui est un égout récent. En revanche, celui-ci, qui est bien l'égout romain, que vous avez en photographie ici, et ici, les vestiges du regard, avec des canalisations qui viennent se déverser, et des endroits réservés pour pouvoir brancher des tuyaux, ou des tuyaux essentiellement en bois, ou des tuyaux, enfin des canalisations construites avec des briques. On les retrouve, vous les avez ici, et vous avez le mur de façade ici, et le portique, trottoir couvert, avant le niveau de la chaussée. Donc ça, c'est une séquence très très intéressante au niveau des carmes. Si on avance un peu dans le temps, au niveau de l'époque flavienne, donc après, autour des années 70 de notre ère,
toujours sur le site de l'hôtel Saint-Jean, la construction, alors les anciennes maisons sont abandonnées, et est construit un bâtiment rectangulaire, ici, que vous avez ici, qui fait plus de 30 mètres de long, sur 6,50 mètres de large, et qui s'installe à l'angle de deux rues. Donc l'ancienne rue que je vous ai montré tout à l'heure au début, ici, et de l'autre côté, la rue présumée qui venait se couper à l'angle droit. Alors on n'a pas la rue conservée dans l'emprise de fouille. En revanche, vous avez ces maçonneries ici, grises, qui marquent aussi l'emplacement des piliers du portique et du trottoir couvert qu'on retrouve ici le long de l'autre rue, perpendiculaire à cet endroit-là. Et ça ménage un espace de 3 mètres de largeur à peu près, 10 pieds romains. C'est là où le romain c'est facile. Pour le mètre, en général, on trouve assez facilement les vestiges que l'on cherche. Donc 3 mètres de portique ici de trottoir couvert, et 3 mètres ici de trottoir couvert, et un espacement aussi entre piliers de 3 mètres environ. Donc on sait qu'au-delà des piliers, et hop, on tombait sur la rue qui était perpendiculaire. Et à la base des piliers, on retrouve des traces rouges que vous avez là, qui correspondent en fait à une canalisation qui était le long de la voie, qui permettait de récupérer les eaux de ruissellement de toiture, qui ne tombaient pas directement sur la rue, mais qui étaient récupérées par une canalisation et qui allait se déverser aussi dans l'égout qui était situé probablement sous l'axe des deux chaussées, ici, mais qui n'était pas dans l'emprise de fouille. Donc ce bâtiment, était aussi équipé de 2 grands bassins, ici, ce qui nous fait dire que ce n'était pas du tout une maison, mais quelque chose, un bâtiment plutôt à vocation publique. Et ce bassin se déversait, enfin, il n'avait pas du tout la même altimétrie. Un bassin se déversait dans un autre bassin un peu plus profond. Mais la fonction de ce type de bâtiment nous est inconnue à ce jour. En photographie, toujours sur le même site, on retrouve un pilier de bord de portique, que vous avez ici. Donc le portique se situe là et le bâtiment un peu plus loin. Et les vestiges de la canalisation de bord de bois, ici, qui permettait de récupérer les eaux de ruissellement, et la rue qui se développait un peu plus à l'ouest. Là, ici, l'espace aussi d'un portique, alors on ne tient pas compte de ces maçonneries qui sont médiévales, et un énorme récipient, qu'on appelle un dolium, qui a été installé au pied d'un pilier, justement, du portique, en fonction inconnue. Tout ça avait été vidé à l'époque médiévale, donc on ne sait absolument pas ce que contenait ce dolium. Et ici, les fameux bassins, que j'ai parlé tout à l'heure, vous voyez l'état de conservation, on ne tient pas compte de ce mur aussi, qui est un mur médiéval, on voit le béton au-dessus. Donc le bassin le plus haut en altitude qui se déversait dans le bassin au plus bas, et ici une canalisation qui permettait de récupérer les eaux et qui était évacuée vers un égout sous l'axe de la chaussée. Donc si on parle un peu du rempart de Toulouse, enfin pas un peu, il faut en parler beaucoup, parce que c'est un des remparts les mieux conservés de Gaulle. Alors vous allez me dire, c'est bien, il est super bien conservé, mais on ne le voit pas trop dans la ville. Ben, c'est vrai, on ne le voit pas trop, il se fait discret. En revanche, à l'intérieur des maisons actuelles, dans les immeubles, il est très très bien conservé, notamment dans ce secteur-ci, le long de cette rue, ici, la rue du rempart Saint-Étienne, où il est conservé jusqu'au niveau du crénelage. À l'époque, on en reparlera un peu plus tard, à cet endroit ici, au niveau de la rue Vida, où il est conservé, sur toute sa hauteur, sur les 9 mètres de haut. Au niveau de la place des Hauts-Murat, ici aussi, il est conservé. Il a été vu au niveau de la porte narbonnaise. Dans ce secteur-là, il est conservé aussi, on a quelques vestiges. Et on le suit très très bien de la place du Capitole jusqu'à la porte, jusqu'à la place Saint-Pierre, pardon, où s'était située une porte ici. Voilà. 3 km de long, 54 tours, alors des tours circulaires ou des tours à talons, et ces tours étaient espacés à peu près de 50 à 55 mètres de distance. Donc le voici restitué à partir des études qui ont été faites au niveau de la rue Vida. Donc voilà à quoi ressemble ce rempart. Une fondation en béton romain, donc mélange de galets prélevés dans la Garonne sur les terrasses, et de sable et de chaux blanches. Donc tout ça mélangé et fortement compacté sur une hauteur de 1 mètre et 2,60 m de large. Et au-dessus, construction du soubassement du rempart, qui est en petit moellon calcaire blanc sur environ 1,50 m de hauteur, avec un lit de 3 assises de briques. Et au-dessus, toute l'élévation du rempart qui était en briques. Toulouse avait un rempart en briques
et qui est confirmé par le poète Ozone au IVe siècle, qui cite, un poète bordelais, et qui cite dans un de ses poèmes les remparts de Toulouse construits en briques. Donc là, il n'y a aucun doute à ce niveau-là. On a la concordance entre l'archéologie et les textes, il n'y a aucun souci. Une tour ici à talons, donc tout circulaire à l'extérieur et côté intérieur ville, la tour est de forme quadrangulaire, donc tour à talons avec une toiture. Et le crénelage ici, alors on n'est pas du tout sur les crénelages des châteaux médiévaux, mais des petites ouvertures avec des voûtes en briques qui permettaient aux défenseurs, aux assiégés, de pouvoir riposter aux assauts. L'intérieur de la maçonnerie qui est réalisé aussi avec du béton, avec une technique de construction particulière. Donc pour couler le béton, d'abord des murs étaient construits perpendiculaires à l'axe de la maçonnerie, et tout ça a été coulé de béton aussi pour rigidifier la maçonnerie. Donc les vestiges conservés du rempart ici au niveau du lycée Fermat, dans les caves du lycée Fermat. Donc première fouille réalisée dans les années 60, au moment des travaux d'agrandissement du lycée. Et lors des travaux récents à l'intérieur de ce lycée, nous avons redécouvert cette tour pour la relever parfaitement dans les caves. Vous voyez ici, donc on sait ici que nous sommes au niveau du soubassement du rempart. Et là apparaissent les premiers lits de briques qui marquent la transition entre le soubassement et l'élévation du rempart. Partout où a été fouillé ce rempart, il est toujours construit de la même façon. Donc dès qu'on a des petits moellons calcaires comme ça, on sait qu'on est sur les vestiges du rempart antique de Toulouse. Voilà, vous avez sur d'autres endroits, ici au niveau de l'ancien hôpital d'Arrêt, près de la place Saint-Pierre, qui a été fouillé en 2002, on retrouve ici les petits moellons calcaires, et après l'élévation en briques. Alors en général, l'élévation en briques, malheureusement, tous les parements en briques ont été démontés et récupérés pour construire d'autres monuments. Ici, au niveau du quartier Saint-Georges, donc toujours pareil, on a les mêmes techniques de construction avec un rempart large de 2,40 m, c'est quand même important. Ici, un bout effondré au niveau de la place Saint-Pierre, on va en reparler après. Et ici, au niveau du rectorat, les vestiges du rempart qui a été fouillé dans les années 1970. Alors l'intérêt de ce rempart aussi, qui a été construit dans les années 20-30 de notre ère, c'est que les constructeurs, les architectes, ils se sont tous plantés sur le tracé à des endroits. Et on voit justement que le rempart ne sont pas partis d'un bout et n'ont pas fait le tour de la ville. C'est plusieurs chantiers qui venaient se rejoindre. Mais des fois, il y avait des petites erreurs, quoi. Ça ne tombait pas tout à fait en face. Et là, on voit un repentir du rempart. Donc on voit bien la fondation qui a été réalisée, donc ici avec une courtine, donc le mur entre deux tours. Ici, l'amorce d'une tour en fondation. Mais en revanche, le rempart, lui, passe tout droit dessus, sans tour, sans rien. La tour est un peu plus loin à cet endroit-là. Et on voit qu'ils se sont trompés, en fait, entre le plan d'origine et entre celui qui a fait les fondations et celui qui a fait les élévations, ils n'étaient pas tout à fait d'accord sur le rempart. Et on a ici un repentir au niveau de la place Saint-Pierre. On en a un autre juste avant d'arriver au Capitole, à l'intérieur d'un bâtiment. Tout ça, ça a été fouillé dans les années 80. Donc voilà encore en détail ce rempart, qui est très très bien conservé. C'est vrai que c'est un beau monument. Alors les élévations sont souvent cachées. Mais après, quand on fouille les tronçons de ce rempart et des moulins, notamment, ça donne toujours des photos assez spectaculaires. Alors voilà, ici au niveau de la place Saint-Pierre, sur la photo, sur le plan en bas, on retrouve l'emprise de la place, ici, avec le pont Saint-Pierre qui part à cet endroit-là, et les vestiges du rempart. Donc ici, ce tronçon est encore conservé. Ici, vous l'avez quand on pénètre pour aller vers la place de Boulogne, on voit le mur antique conservé à cet endroit-là. Et toute cette partie-là qui a été démontée au moment de l'aménagement des quais par Saget à la fin du XVIIIe siècle. Et lorsqu'il a créé le port Bidou ici, donc le port qui permettait d'aller sur la Garonne, il a aménagé une pente douce. Il a été obligé d'araser le rempart qui se situe dans ce secteur-là. Et lorsqu'on a réalisé les sondages sur l'emprise de la place Saint-Pierre, avant la création des gradins par Joan Busquets, on a retrouvé les vestiges du rempart, ici, des blocs de rempart. En fait, les blocs du rempart avaient été versés dans la pente, ils n'étaient plus en place, ils étaient en position secondaire, puisqu'on retrouve ici, alors on ne voit peut-être pas très bien sur la photo, mais les négatifs des briques qui avaient été récupérées, et sur la face, on les avait, au lieu de les avoir à plat sur le dessus, on les avait par côté, ce qui prouvait que le mur avait basculé à cet endroit-là. Et en retraçant, justement, en redessinant toutes ces briques, on arrive à retrouver à peu près le plan
qui nous donne l'axe de la courtine et le départ d'une tour à talons ici, qui est marqué sur les cadastres du XVIIe siècle de Toulouse. Et on sait que ce bloc, le bloc qu'on a retrouvé ici, correspond en fait au coup à un bloc de la tour à cet endroit-là, avec les vestiges d'une porte présumée à cet endroit. Donc le tronçon le plus emblématique du rempart de Toulouse, mais il a disparu, il était sous la place du Capitole, dans les années 70-71, création du parking du Capitole, la construction du parking du Capitole, situé pile à l'emplacement de l'entrée de l'ancienne porte romaine, et tout ça a été démoli et peu fouillé, alors un petit peu fouillé, mais pas beaucoup, ça a permis juste de repérer l'emplacement des maçonneries, et tout ça a été démoli dans les années 70-71 à l'aide des fameux burins qu'on monte sur les pelles mécaniques. Vous savez, c'était la première fois en France, c'était tellement dur qu'ils n'avaient pas à couper le tronçon, et c'est la première fois en France, ils ont importé ça de Belgique, qu'ils ont utilisé ce qu'on appelle le BRH pour pouvoir casser et démolir la porterie au niveau du Capitole. Tout ça, sans émoi de la population toulousaine à l'époque. Donc voilà, si on restitue l'emplacement de la porte à partir des données de fouilles qui ont été réalisées par Michel Vidal à l'époque, on retrouve dans le Capitole ce côté-là. On a deux tours qui encadrent la porte, le passage coché ici et les passages piétons de chaque côté de la porte. Alors, ce type de porte se retrouve partout dans l'Empire romain. C'est assez classique de retrouver ce type d'entrée de ville avec le rempart qui part ici et un autre bout qui part sous les arcades du Capitole et file vers la Garonne. Donc voilà un plan, ce que ça a été donné et repris par Christian Darn de l'école d'architecture, qui a réussi à recaler le plan précisément de cette porte avec toutes les côtes à partir des fouilles qui ont été réalisées au début des années 70. Donc on retrouve les deux tours à talons qui encadrent le passage ou les passages de la porte. Et voilà, par comparaison, ce qu'on retrouve ici, la porte de Toulouse, une évocation, côté extérieur, côté intérieur ville, avec d'autres exemples, notamment dans le nord de l'Italie, surtout au niveau de Turin, où on a à peu près les mêmes types de portes. Et plus au nord, à Trèves, on a des portes mais qui sont de même type, mais beaucoup plus tardives. Donc côté sud, si côté nord, c'est bien avéré, il n'y a pas de souci. Côté sud, les fouilles du palais de justice n'ont révélé qu'un bout de tour ici, vous l'avez ici conservé, et c'est d'ailleurs encore conservé dans les sous-sols du palais de justice, ce n'est pas accessible, mais on peut encore voir ce bout de tour qui est ici. Et à partir des fouilles qui ont été réalisées sur la place de la Fourcade, on se rend compte que l'axe de la voie de Narbonne, ici, n'arrive pas complètement en face de l'axe de la porte. Donc il y a un petit souci. Il nous tarde d'aller voir un peu dans ce secteur-là, voir si on retrouve quelques vestiges de la vraie position de la porte, parce que là il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Et on fonde beaucoup d'espoir dans ce secteur-là, puisque dans quelques années, il va être réaménagé ce bout de place, la place du Parlement. Et là, on ira chercher le bout de rempart qui nous manque ici, qui n'est pas connu. Et on regardera si on arrive, avec un peu de chance, à avoir ce bout de tour pour fixer définitivement l'emplacement de la porte. Donc voilà ici une photo du rempart effondré sur la place Saint-Pierre. Ici, vous avez le rempart ici effondré, complètement basculé sur la rive de la Garonne. Si on avance un peu, parce que je vois que le temps passe, au niveau d'Esquirol, donc les vestiges du forum, avec l'emprise du parking ici, parking actuel de la place Esquirol, on est orienté avec le nord, le Capitole est ici situé au nord. Donc une fouille réalisée en 1993 et des petits sondages au niveau de Darty, ici, qui ont été réalisés dans les caves de l'immeuble, qui ont permis de retrouver les limites aussi de l'angle du temple ici. Donc tout ça a été très bien vu au moment des fouilles. On a ici la maçonnerie antique au milieu de la place, le podium ici du temple, et au-devant la grande esplanade qui avait été vue avec les grandes dalles calcaires ici, où des gens circulaient à l'époque, et où ce bon vieux Saturnin, normalement, a été attaché à la queue du taureau. Donc ici, de part et d'autre du temple, les vestiges du portique, aussi. Alors, quand on dit portique, trottoir couvert, on en a un bout ici, et on sait qu'à ce niveau-là, on est sur le cardo qui file vers le sud, et ici, un autre, à partir de là, qui file vers le sud, et qui débouche, ça tombe bien, pile au niveau de la station garde, donc tout ça s'aligne parfaitement.
Donc le temple, très très mal conservé, il ne reste que les sous-bassements, les fondations du temple, toutes les parties en élévation qui étaient exaucées par rapport au niveau du sol actuel ont été démolies dans le temple. Donc voilà, si on replace la trame de ce quartier, le temple au niveau de la place, et qui file un peu dans le mouvement d'habitation derrière, et les rues, les deux avérés, les deux cargos, un là, et le décumanus aussi qui a été vu un petit bout dans les caves de cet immeuble ici il y a quelques années. Les vestiges du théâtre, bon, là aussi c'est des données très très partielles, puisque le théâtre a été aperçu lors des créations des égouts sous la place du Pont-Neuf à la fin du 19e siècle, où dans la tranchée ont été relevés les vestiges des gradins du théâtre. On les retrouve ici, voilà, dans ce secteur-là, lorsqu'ont été créés les égouts et la percée de la rue de Metz, ont été retrouvés les vestiges des maçonneries et des fondations des gradins du théâtre antique de Toulouse, qui se situait à moins de 300 mètres du temple et du forum, sur les bords de la Garonne. Et on a la chance de posséder aussi une photographie qui a été réalisée dans la deuxième moitié du 19e siècle, dans une cave d'un immeuble, au niveau de l'amorce de la rue de Metz, avec les vestiges des gradins qui apparaissent dans la cave. Alors c'est un peu essayer de retourner dans cet immeuble pour essayer de voir s'il y avait encore des vestiges du théâtre de conserver. Et malheureusement, aujourd'hui, la cave est remblayée et on ne voit plus du tout les vestiges du théâtre. Au niveau de l'habitat, on parlait tout à l'heure de domus, donc d'habitat privé. Dans le secteur du théâtre, au niveau de l'hôtel La César, les vestiges d'une domus, alors vous voyez c'est très partiel, il ne reste pas grand-chose malheureusement, mais on discerne quand même bien les vestiges du jardin central, ici, avec un bassin qui est situé sur la partie nord du jardin, un portique, le péristyle, qui fait le tour de ce bassin, de l'îlot central, et toutes les pièces d'habitation qui se développaient tout autour de ce jardin. On a une domus à plan centré, classique, hérité de l'époque grecque, avec un jardin central, des pièces d'habitation tout autour, et une porte qui donne sur un accès principal avec un vestibule qui donne sur la rue. Et vous avez ici les vestiges aussi de on retrouve ici l'angle du péristyle et le jardin qui se situait dans ce secteur-là, et l'amorce ici d'une pièce ou de deux pièces de la maison. Alors Toulouse, très très peu de vestiges de mosaïque. Néanmoins, à l'hôtel La César, présence de mosaïque, et aussi au niveau de l'armage, pas tout à fait dans le même secteur, présence de mosaïque, et si on fait l'analyse stylistique de ces mosaïques, on se trouve sur des datations proches de l'époque augustéenne, au tout début de notre ère. Deux mots sur l'aqueduc, c'est aussi un monument emblématique de Toulouse. Donc 8 km de long, deux portions principales, une portion enterrée dans le secteur de l'Ardenne et un pont aqueduc qui traverse en fait tout le quartier Saint-Cyprien, qui traversait tout le quartier Saint-Cyprien jusqu'à la Garonne et qui débouchait dans la ville de Tolosa. Donc lui aussi, cet aqueduc est très très bien connu, du moins le tracé, grâce aux travaux de l'abbé Bacravert dans les années 60-70, lors de la création des quartiers de Rennery, Bellefontaine et du Mirail, où là, lors des travaux d'aménagement, il a réussi à fouiller des tronçons de cet aqueduc. Et il y a quelques années aussi, dans le jardin de Bellefontaine et dans l'emprise de l'université du Mirail, on a refouillé des tronçons d'aqueduc pour compléter le tracé. Donc voilà cet aqueduc tel qu'il a été fouillé par Bacravert. Un tronçon avait été prélevé et exposé à l'Institut catholique. Aujourd'hui, on ne sait plus trop où il a un peu disparu. Et à l'époque, l'abbé Bacravert avait prélevé un tronçon de l'aqueduc. Malheureusement, cet aqueduc est mal conservé. La voûte n'est jamais conservée ici, sauf à un endroit. Il avait trouvé, c'est au niveau de... juste après, au niveau du CES du Mirail, où là il était conservé, on voyait la voûte de l'aqueduc, et ici le passage où vous passez l'eau, et ici vous avez, alors on n'est pas vraiment sur le tracé de l'aqueduc, on est sur un décaptage perpendiculaire qui permettait de rabattre l'eau vers l'aqueduc. Donc voilà à quoi ressemblait cet aqueduc, toujours les mêmes techniques de construction aussi
au niveau de l'aqueduc. Donc le spécous qui permettait là où circulait l'eau, et c'était étanchéifié par du mortier de tuyaux de chaque côté, et après l'élévation et la route de cet aqueduc qui était enterré jusque dans le quartier du Mirail. Voilà ici les vestiges de cet aqueduc dans le parc du Mirail à Bellefontaine. Alors vous voyez toujours les mêmes techniques de construction. La partie étanchéifiée en bas, qui fait 60 cm de large sur 60 cm de haut, les deux murs de l'aqueduc. Et ici, on reconnaît non pas des moellons calcaires, mais des galets coupés en deux, fracturés en deux, qui permettaient de faire les moellons, de faire l'élévation de l'aqueduc. Et ici, les briques qui matérialisent l'amorce de la route de l'aqueduc. La traversée de la Garonne, et là, on sait qu'il y avait le pont de la Reine Péloque, qui était ce qu'on appelait le pont Dieu, et le tracé était assez connu. On a une carte postale du début du XXe siècle, on voit une pile de ce pont conservé, mais depuis elle a été dynamitée juste après-guerre, dans les années 50, pour faciliter la navigation. Donc elle n'est plus visible aujourd'hui. Mais en revanche, il y a un relevé du fond du lit du fleuve qui a été réalisé en 2012 et qui a révélé ici l'emplacement des anciennes piles de l'aqueduc. Si on zoome un peu, ceci c'est la pile qui a été dynamitée, ce qu'on appelle le rocher de Caleb. Et on remarque ici les vestiges de maçonnerie dans le lit du fleuve qui marquent en fait les anciennes piles du pont aqueduc de la Reine Péloque. Donc à partir de ces découvertes, on arrive à reprendre le tracé de l'aqueduc qui arrive ici de Saint-Cyprien, qui traverse le quartier Saint-Cyprien. Ici, un tronçon avait été vu dans les années 1900 lors de la construction de l'école ici, traverser la prairie des filtres et le pont aqueduc avec une légère inflexion qui permettait d'aller jusqu'au niveau au sud de la place Esquirol, au niveau du positionnement probable du château d'eau. Alors quelques images anciennes aussi qui montrent ce fameux pont aqueduc qui faisait 3 km de long, qui traversait tout le quartier Saint-Cyprien. Donc sur des plans du XVIIIe siècle, les vestiges, on voit très bien des piles qui faisaient 5 mètres de haut à l'institution. Cet aqueduc, en fait, l'eau est terminée par gravité, donc il n'y a pas de pompe, il n'y a pas de pompe de relevage, des choses comme ça. Donc on sait qu'on a un point mot qui se situe au captage au niveau du quartier Bollon, pas très loin de l'incinérateur actuel, et on sait que le point bas, il se situe à l'intérieur de la ville. Si on prend les altitudes ici estimées des sols dans l'Antiquité, on retrouve les rues avérées nord-sud, et pour ne pas gêner la circulation, il faut que l'aqueduc, où il soit dessous, mais là ça ne marche pas, on est sur un point plus bas, donc il pouvait être que plus haut et débouché à cet endroit-là, et le franchissement des rues se faisait sans doute par des ponts. Et ici, la hauteur du pont qui a pu être restituée aussi à partir du calcul des pentes de l'aqueduc. Voilà les vestiges de ce pont, la restitution qui a été faite par Christian Darle pour une récente publication sur l'histoire de Toulouse. On retrouve l'aqueduc ici, qui traverse la Garonne, et l'auteur s'est dit, s'il y a un aqueduc qui permet de traverser le franchissement de l'eau, pourquoi ne permettrait-il pas aussi ce pont de franchir la Garonne à l'aide de chars ou le passage piéton. Donc il a imaginé que la largeur du pont permettait aussi le passage piéton sur ce pont, ce qui paraît plutôt intelligent. Et je crois que ça finissait là, je crois qu'il y avait un problème de diapo au début. Juste, voilà le rapide survol de Toulouse antique. Ce qu'il faut retenir de la ville, c'est que les connaissances sont très lacunaires. Vous l'avez vu encore, le plan de la ville est très très peu assuré. Quelques rues connues, 5 ou 6 rues connues, c'est tout, sur les dizaines ou les vingtaines qui existaient. Une fondation à l'époque augustéenne, autour de moins 15, moins 10 avant notre ère, ça correspond très très bien avec l'abandon du site de Vieille-Toulouse. Donc ça semble coller parfaitement et on semble maîtriser la date assurément de la fondation de la ville. Par contre, certes, on fonde la ville, il y a des personnes qui viennent habiter, pas les Romains, les Gaulois, les Toulousains de l'époque, quelques Romains mais très très peu, et tout ça, ça va se développer petit à petit, non pas à partir du centre. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le monument de prestige du rempart, ça c'est avéré, mais aussi imaginez dans le paysage, si vous vous situez
dans le quartier du Mirail, au niveau du CES du Mirail. Vous regardez vers Toulouse romaine et vous voyez cet énorme pont aqueduc. Il fait 6-7 mètres de haut, 300 piles du pont aqueduc qui traverse tout le quartier Saint-Cyprien, espacé de 5 mètres, 6 à 7 mètres de haut. Et vous voyez un peu le conquérant romain, ce qu'il veut dire dans la traversée de la plaine garonnaise, en disant ok, moi j'arrive à faire arriver de l'eau de 8 km par gravité avec une énorme construction, et tout ça, ça montre que grâce à moi, vous êtes tranquille pour quelques années et vous pouvez vous développer bien à l'abri de l'enceinte romaine et prospérer pour que moi, indirectement, je puisse prospérer aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir. Maintenant, il faut qu'on échange parce qu'il y a pas mal de choses encore à compléter, et je vous remercie de votre attention.